Bonsoir. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous le Père Robert Huet, voilà, qui nous a rejoint, qui était au Vêpres réparatrice. Merci beaucoup Robert, donc qui est jésuite, qui fait partie avec les Fradons, Monique et Jean-Louis, et avec les Hastings qui sont retenus ce soir, qui sont retenus auprès du cœur de Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont ici. Voilà, donc soyez les bienvenus. Donc c'est nous qui formons cette petite équipe aussi qui a collaboré à mettre en place cette session. Voilà, nous allons donc poursuivre cette journée. Je pense que le fait d'avoir marché, ça nous a fait du bien aussi. Je ne sais pas si vous le sentez dans l'équipe de la journée. Enfin, moi, je me dis que si on ne l'avait pas fait, ça aurait manqué. Parce que ça nous a aussi permis de partir, de revenir, de faire un peu de sport. Voilà, mais malgré tout. Et ça fait partie de ce que l'on vit. Donc, voilà. Je propose que l'on puisse prier pour Daniel. Voilà. On va le confier aussi au prophète Daniel pour qu'il puisse être lui qui a été dans la fosse au lion et qui ensuite a été dans la louange et qui a été vainqueur du mal par le bien, puisse inspirer notre Daniel. Voilà. Et que l'on puisse demeurer dans le cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Marie, toi qui es notre mère, c'est à toi que nous voulons nous remettre. Tu es l'étoile du matin. C'est toi qui es le signe de l'espérance. Garde-nous et mène-nous vers ton Fils Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Tu as prévu de mettre ton intervention combien de temps après 3 quarts d'heure, mais au maximum. Tu n'oublieras pas de lire ce que tu dois lire. Alors bonjour à tous, vous m'entendez? Ça joue, voilà. Alors je remercie mes deux frères, donc Étienne, qui doit être certainement un apôtre, parce que j'ai entendu ce qu'il a dit depuis hier, et je suis très touché par la manière dont il parle de ces événements dans l'Église. Et puis mon frère Michel Bernard, nous sommes frères depuis bien quelques années. Voilà. Alors je suis invité aujourd'hui à venir vous parler en tant que victime d'abus sexuels et en tant que lanceur d'alerte. Je vais d'abord me présenter, puis je vais aborder la question de l'entourage et des possibilités d'agir. Ensuite, je parlerai du processus de prise de parole du point de vue de la victime. Je terminerai avec quelques points importants qu'il faut avoir à l'esprit quand on réfléchit ou quand on est face à toutes sortes d'abus, que ce soit abus de pouvoir, sexuel ou spirituel. Qui suis-je? Je m'appelle Daniel Pittet, j'ai 66 ans. J'ai travaillé 38 ans à la bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg, en Suisse. J'ai eu 6 enfants avec mon épouse Valérie. Cela fait 30 ans que nous sommes mariés. J'ai été violée de 9 ans à 13 ans
par un prêtre capucin plus d'une centaine de fois, soit de 1968 à 1972. Vous retrouverez toute mon histoire dans Mon Père, je vous pardonne, paru en 2017 et préfacé par le pape François. Je vous raconterai tout à l'heure l'anecdote. Chaque personne pourra avoir un livre que j'offre à la fin de cette rencontre. J'ai pardonné à mon agresseur à 12 ans parce que j'ai vu qu'il avait une double personnalité. Ce pardon m'a permis de grandir, mais pas d'oublier. Je souffre et je souffrirai jusqu'à la mort d'angoisse et de douleurs de toutes sortes, physiques et psychiques. Aujourd'hui, mon combat est pour les familles. La plupart des victimes que je rencontre sont violées par leur entourage proche. Il faut libérer la parole, casser le silence pour que cela cesse. En Suisse, nous sommes plus d'1 million à avoir été violés. En France, c'est 10 millions. Et dans le monde, c'est 2 milliards. La majorité des victimes sont des femmes. J'ai été ordonné diacre le 23 septembre 2023, jour de la fête de Saint Padre Pio. Suite à la sortie de mon livre « Mon Père, je vous pardonne », j'ai rencontré un grand nombre de victimes. C'est là que j'ai pris conscience que sortir du silence était primordial. Reprendre le chemin de l'écriture s'est imposé une nouvelle fois. L'accent a été mis sur les pistes possibles pour s'en sortir. En 2024, j'ai publié Le Dernier Tabou, c'est la version française, et Insoutenable secret, version suisse. Dans ce livre, il y a une alternance entre ma parole de victime et celle d'experts dans des approches différentes et complémentaires pour permettre un chemin vers la guérison. Et tout le monde est concerné, victime, entourage et même agresseur. Pour que ça change, que des enfants soient épargnés, il faut agir. Et ce n'est pas aux victimes seulement de faire le boulot. Chacun, chacune ici, vous pouvez être confronté à une réalité que vous préfériez ne pas voir. Aujourd'hui, ce que je peux partager avec vous, ce sont les possibilités qu'offre à vous pour agir. Libérer la parole n'est pas que l'affaire de la victime. Il y a toujours un ensemble de causes et de personnes concernées. Non aux abus sexuels, parlons-en, agissons. C'est une petite vidéo de 10 secondes qui passe dans les bus et qui a eu un immense succès en Suisse. Oui, c'est très court. C'est 10 secondes. Vous venez de voir ma première campagne donc, sur les bus pour lutter contre les abus sexuels avec mon association No 9 Non. Elle a été faite pour que tout le monde puisse se sentir concerné et puisse agir si nécessaire. Et je le répète, le viol concerne tout le monde, victimes, agresseurs et témoins directs ou indirects. Dans chaque famille, il y a un violeur et des violés. L'entourage. Le premier point que je veux aborder avec vous, c'est la question de l'entourage, c'est-à-dire la question qui touche la majorité des gens et certainement d'une manière ou d'une autre, chacun, chacune de vous. J'ai été violé au couvent des Capucins de Fribourg, dans des colonies de vacances, dans la maison des parents de Joël Allah. Il est arrivé qu'un frère du couvent tape à la porte et demande ce qui se passe, car la porte était fermée.
et sa famille, sa mère, son père, son frère. Ils n'ont rien voulu voir. Quand j'étais chez eux en vacances avec le père, Allah, je dormais dans la même chambre que lui et personne n'a rien dit. C'est grâce au courage de ma grande-tante que j'ai été libéré. Un jour, la tante de ma mère, mère générale d'un couvent de religieuses où je me rendais très souvent, m'a posé une question. Je n'ai jamais su pourquoi elle m'avait interpellé ce jour-là. Peut-être était-elle intriguée que je me rende si souvent chez les Capucins. Peut-être me trouvait-elle l'air triste. Peut-être avait-elle été alertée par quelqu'un. En réalité, je ne sais pas ce qui l'a conduite à me demander « Est-ce que tu souhaites continuer à te rendre chez le père Alaz ?» J'ai répondu non. Et elle a déclaré « Alors, tu ne t'y rendras plus. » Quand j'y repense aujourd'hui, il a suffi que quelqu'un ait un doute, m'interroge, que je dise non pour que mon calvaire cesse. Ce non, je le crois aujourd'hui, a été pour moi la parole clé qui a ouvert la porte à la possibilité de parler un jour. Pourtant, dès la première fois où j'ai été violé, j'ai compris que j'étais foutu, que je ne me relèverais pas. Cet épisode avec ma grande-tante a été une libération. Je savais que c'était fini, qu'il ne me toucherait plus. Mais je ne savais pas encore que je porterais toute ma vie les marques de ces viols. L'enfant que j'étais avait compris que ce n'était pas normal, mais ne savait pas comment l'exprimer, ni à qui. Comment parler de ce qui touche à l'intimité, de la honte ressentie? Qui, à l'époque, m'aurait entendu? Et aujourd'hui, qui entend, qui voit, qui ose prendre la parole? C'est là que nous sommes tous concernés. Si vous avez un doute, si vous pensez que quelque chose ne va pas, n'est plus comme avant, par exemple, un enfant qui ne participe plus, qui s'isole, qui ne regarde plus ou pas dans les yeux, qui ne travaille plus à l'école, alors que c'était un bon élève, qui est toujours dans la lune, ailleurs. Si vous avez comme un sentiment, une étrange sensation, peu importe comment vous l'appelez, ne mettez pas cela de côté, comme si ce n'était rien. C'est facile de se dire « quelle idée bizarre, de quoi je me mêle, ça ne me regarde pas ». Souvent, l'on perçoit quelque chose qui n'est pas tout à fait à sa place, qui n'est pas comme cela devrait être, mais notre esprit est malin. Il ne veut pas se charger d'un fardeau, il préfère faire l'impasse. Soyons vigilants face à ces signaux et agissons. Tendre une main à un enfant est toujours possible. Il est important de prendre en compte des faits objectifs, de se sentir concerné, de s'intéresser aux gens et d'être capable de capter que quelque chose change autour de nous. Il n'y a pas de besoin de faire de grands discours ou d'utiliser des mots savants. Pour ma part, je dis simplement quelque chose comme « Il me semble que tu ne dis plus rien ces derniers temps. Il y a un souci? Est-ce que quelqu'un touche ton zizi ?» Et l'enfant est libre de répondre ou pas. C'est bien souvent impossible de parler pour la victime, surtout pour un enfant, parce que ce serait trahir un secret et qu'il y a la honte, la peur, l'incompréhension, la croyance qu'on est tout seul, le besoin d'être aimé quoi qu'il arrive, l'impossibilité de trouver les mots.
Le déficit de parole se trouve d'abord dans l'entourage de la jeune victime, ses proches, ses enseignants, ses entraîneurs sportifs, ses animateurs culturels. L'entourage pressent le problème, mais aussi la gravité et les conséquences d'un tel dévoilement. C'est pour cette raison qu'il ne parle pas. Il est plus difficile d'assumer les conséquences du dévoilement que de côtoyer l'enfant victime. Parce qu'on peut faire comme si on ne savait pas, comme si on n'avait rien remarqué. C'est probablement une attitude inconsciente de protection du clan. Le clan préfère sacrifier un des siens pour sauver le groupe, même si son fonctionnement est totalement perverti. Le silence tue, et je suis persuadé que plus il y aura de mains tendues, de personnes dans l'entourage qui se sentent concernées, plus ce sera possible pour l'enfant de parler, car il pourra se sentir en sécurité. L'entourage peut et doit faire la différence. À toi qui es proche d'une victime, qui accompagne une victime qui a osé parler, merci d'être là pour l'autre. Merci d'être à l'écoute. Ta présence est un soulagement. La victime a besoin de parler, parler, parler. Merci pour ton écoute attentive, sans jugement. Une victime a besoin de soutien, de présence. Non pas tellement de 36 solutions, mais bien d'une présence réconfortante. Les doutes, les moments de peur-panique, la souffrance, le rejet, la honte, autant de sentiments qu'il ne faut pas affronter seul. Merci d'être là, oreille attentive, toujours proche, sans s'immiscer, respectant le rythme de l'autre. Merci d'être là, regard doux et humble, amenant à la confiance et à la compassion, libérant. Merci d'être là, douceur d'un geste vrai et naturel qui relève. Daniel. La prise de parole de la victime. Je veux aborder maintenant la question du processus de prise de parole du point de vue de la victime. C'est un long processus, de nombreuses étapes sont nécessaires avant de comprendre quel impact le fait de parler a sur soi, mais aussi sur l'autre. Ce que l'enfant violé a vécu est si inimaginable, si indicible, que les mots ne viennent pas d'un coup. En ce qui me concerne, les étapes ont été nombreuses et entre chaque étape, j'ai traversé de longues périodes de silence. Ma grand-tante m'a permis d'arrêter les abus. Il m'a fallu plusieurs années avant que je reprenne la parole. Plusieurs années se sont écoulées avant que je reprenne la parole à ce sujet. S'il y avait bien eu un non, il n'y avait rien eu d'autre. Ma grande-tante n'avait pas cherché à savoir ce que j'avais vécu. Je ne sais pas si elle en avait parlé à ma mère. J'avais compris par son silence qu'il valait mieux que je me taise. Ce que j'ai fait durant de longues années. J'ai donc enfoui ma souffrance à l'intérieur de moi. J'ai oublié les actes de viol que j'avais subis. Ma tête a oublié, mais mon corps a retenu. Et il a somatisé de manière régulière. J'ai eu des pneumonies à répétition qui ont fragilisé mes poumons, l'organe du souffle de vie. Comme si le risque de mort était encore bien présent en moi. Tout de même, ma vulnérabilité inquiétait. Mon comportement tracassait certains adultes, en particulier les enseignants. J'avais de grandes
difficultés scolaires qu'on ne parvenait pas à expliquer. On m'a envoyé chez un pédopsychiatre, un médecin spécialisé dans les problèmes psychiques des mineurs. Aujourd'hui, à l'âge qui est le mien, je ne peux pas croire que ce professionnel n'ait pas eu de doute. C'est impossible. Pourtant, il ne m'a jamais posé de questions, comme s'il craignait une réponse ingérable. À l'entrée dans l'âge adulte, les abus sexuels que j'avais vécus étaient bien refoulés, mais pas oubliés. Je savais que j'avais été violé, mais je n'y pensais pas, et je ne faisais aucun lien avec tous les problèmes de santé qui m'assaillaient. Il faudra un événement particulier pour que je porte cette souffrance au-delà de mon cercle d'intimes. Je l'ai raconté dans mon témoignage. Mon père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée. C'est la rencontre avec un jeune garçon d'une douzaine d'années, lors d'un grand rassemblement religieux, qui va venir me percuter de manière tout à fait inattendue. Nous sommes en 1991, j'ai 32 ans. Cet enfant va mal, une catéchiste m'en parle. Elle ne connaît pas mon histoire puisque je n'en ai jamais parlé. Au moment où je vois ce jeune, j'éprouve un étrange sentiment, comme si cet enfant me rappelait celui que j'étais au même âge. Fluet, timide, maladif, ce blondinet porte sur lui sa souffrance, ma souffrance. J'ai alors un pressentiment, cet enfant est violé. Je lui pose la question de manière assez directe. Il acquiesce comme j'avais acquiescé quand ma grande tante m'avait questionné. Je lui demande le nom de l'homme qui le viole. Joël Alaz. Et j'explose. Le même homme, les mêmes sévices, 20 ans plus tard. Cet événement déclenche chez moi un processus de libération de la parole. Je suis allé voir l'évêque pour le dénoncer. C'était en 1991. J'étais tellement sûr que j'étais le seul à avoir été violé par ce prêtre. L'horreur de découvrir qu'il y en avait un autre et tellement d'autres, cela m'a fait réagir. Puis, pensant que tout avait été réglé et qu'il n'y avait plus de danger, je suis retourné dans l'anonymat et le déni. À 33 ans, 2 proches seulement savaient que j'avais été ce que j'avais enduré, ma future épouse et mon ami Georges. En 2001, j'ai 42 ans. Un ami journaliste me téléphone et me demande si je connais quelqu'un qui aurait été violé par un homme d'église. Sur le moment, je lui dis que j'allais réfléchir. Je l'ai rappelé pour lui dire « Eh bien moi, j'ai été violé par un capucin pendant 4 ans. » Il ne pouvait pas le croire. J'ai témoigné dans La Liberté du 4 avril 2001 sous couvert d'anonymat. Suite à cet article, l'émission Temps présent a pris contact avec moi en 2002. J'ai décidé de témoigner avec l'aval de l'évêque de l'époque, Monseigneur Bernard Genoux. J'ai gardé ma propre voix tout en étant flouté. Je termine l'émission « L'Église dans de sales draps » en disant « Aujourd'hui, je suis un homme debout ». Plusieurs personnes m'ont reconnu et sont venues me parler. J'ai fait une grave dépression suite à cette émission. Le choc de cette réalité subie était trop lourd à porter. À nouveau, ça a été le silence, l'oubli et le déni. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le fait d'avoir parlé n'a pas allégé ma vie immédiatement. Bien au contraire, la parole a réactivé mes souvenirs, avec des émotions d'une intensité si ingérable que j'ai plusieurs fois pensé à me suicider. La remontée des souvenirs et des émotions jamais exprimées ont détruit mes protections inconscientes
et m'ont amené à prendre contact avec un psychiatre. J'ai entrepris une psychothérapie. C'était la seule voie si je voulais pouvoir continuer à vivre. L'expression « libérer la parole » a donc quelque chose de trompeur. Elle fait croire qu'il suffit de parler pour aller mieux. C'est un cheminement beaucoup plus complexe. Il est, à mon sens, dangereux de libérer la parole de n'importe quelle manière. Il est important de le faire dans un cadre très sûr, empreint de confiance, un cadre solide qui permette de contenir les violentes émotions qui sont immanquablement associées au dévoilement. C'est en parlant que je me suis peu à peu relevé jusqu'à être debout. C'est un processus très lent dans lequel réside le risque d'en finir tant c'est douloureux. Mais bien accompagné et en acceptant de prendre le temps nécessaire, une reconstruction est possible. En 2014, j'ai voulu faire un livre sur les religieux et religieuses qui m'ont aidé dans ma jeunesse, avec sœur Anne-Véronique Rossi de la communauté Sainte-Ursule. Et chose incroyable, le pape François a promu l'année 2015, année de la vie consacrée, ce qui nous a beaucoup encouragés. Nous l'avons rencontré plus d'une dizaine de fois pour discuter de l'avancement du projet. Le livre « Aimer, c'est tout donner » a été édité en 24 langues et a été distribué à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. À la fin de cette aventure, je suis allé dire au revoir au pape. Il m'a demandé d'où venait mon extraordinaire enthousiasme pour l'Église. Je lui ai raconté mon histoire, il m'a dit « Fais un livre, je ferai la préface ». Mon Père, je vous pardonne est sorti en 2017. C'est là que je découvre avec stupeur que jamais rien n'avait été réellement entrepris contre Joël Alla en Suisse, en France et à Rome. On peut voir à travers mon histoire les différents moments de prise de parole suivis de longs silences. De 1972, première prise de parole, le nom dit à ma grand-tante, en passant par la dénonciation en 1991, un témoignage en 2002, pour finir par publier mon histoire en 2017, il a fallu 45 ans pour être entendu et reconnu, et que l'agresseur soit définitivement radié de son état de prêtre et de consacré. Ce sont plus de 150 victimes officielles, sans compter toutes celles qui sont restées dans le silence. Parler, dénoncer et continuer à libérer la parole est un travail de tous les jours. Malgré la fatigue et les demandes de silence de personnes d'Église qui préféreraient que je me taise. Quelques points importants. Je vais maintenant donner quelques points qu'il faut prendre en compte dans la réflexion sur les abus sexuels. Une fois, c'est déjà une fois de trop. Un viol, c'est déjà un viol de trop. Le plus grand nombre de victimes se trouve dans les familles. Il est donc important de pouvoir compter sur des personnes extérieures à la famille, sur l'école aussi. Les violences sexuelles touchent tous les milieux sociaux. Les mécanismes sont toujours les mêmes. Abus de confiance, chantage affectif, pouvoir de l'adulte sur l'enfant et le silence. Dire non, ça peut être vital. La carte No Nine Non que j'ai éditée vous sera distribuée tout à l'heure avec un dépliant et le livre Insoutenable secret. C'est une petite carte qui m'a été
qui m'a été donné, pas tellement par moi-même, parce que j'aurais jamais eu l'idée. C'est plusieurs pédophiles que je vois régulièrement, dont le mien, qui est toujours vivant. Et il m'a dit un jour, « Eh bien, tu n'as jamais dit non. Donc, tu étais heureux. » Donc là, j'ai sorti tout de suite cette carte que j'ai fait distribuer dans toutes les écoles de Suisse. Et là, derrière, il y a le numéro 147. C'est un numéro qui est 24 heures sur 24 pour les enfants. Et le 117, c'est la police. J'ai fait la même chose pour la France. J'ai fait une carte pour la France. Elle est encore plus simple que la Suisse. C'est non. C'est au moins pas compliqué. Parce que nous, il y a plusieurs langues en Suisse. Et puis, c'est le 119, Allô enfance, et 17, police. Voilà, c'est des cartes. Il y a aussi en Allemagne. Elle a été faite parce que j'ai rencontré ces présidents au Vatican grâce au pape François. Parfois, un geste, un mot suffit pour stopper l'agresseur ou libérer la victime. Chacun peut à sa mesure agir, avoir le courage d'entendre la victime, de voir que quelque chose ne va pas, c'est déjà agir. Accepter qu'il y a des victimes et qu'il y a des agresseurs est nécessaire. Prévenir les abus en aidant les pédophiles abstinents est urgent. Donc, depuis quelques années, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des attirances pour les enfants, mais qui n'étaient pas passées à l'acte. Et ces gens, on peut les aider. Il y a une association en Suisse qui s'occupe d'eux. Et donc, ils peuvent se rencontrer. C'est comme un peu les alcooliques anonymes. Et puis, ils peuvent donner leurs sentiments. Et ça aide beaucoup les gens à continuer à être abstinents. Et il y en a beaucoup, énormément. Et j'ai été très heureux de les rencontrer plusieurs fois. Moi, c'est sur Lausanne que je les vois. Et ça a été très touchant de voir des gens qui... parce que dans le fond, moi, je pourrais être pédophile. Hein, je veux dire, 60% des personnes violées deviennent pédophiles. Donc, voilà, je ne suis pas pédophile, mais ça aurait pu arriver. Je suis très heureux. Je soutiens cette association pour l'aide aux personnes qui auraient des tendances et qui sont abstinents. Le pédophile est une personne comme vous et moi, plutôt sympathique. Ce n'est pas marqué sur son visage. L'importance d'un partenariat, d'un réseau d'amis et de professionnels. Se poser les bonnes questions vers qui se tourner. Que prévoit la loi? Quelles sont les premières démarches à entreprendre en cas d'abus? Connaître les droits des enfants, le droit des familles, le droit à s'exprimer. Libérer la parole. Celui qui parle se libère, que ce soit la victime, le témoin ou le bourreau. Dire aux enfants, le sexe, c'est privé. Personne n'a le droit de le toucher. C'est ça la loi. Parler des abus et des pédophiles dans un cadre serein. Comment éviter la sidération, la peur qui fige? Faire des jeux de rôle. Donner des pistes comme la carte non ou la possibilité d'en parler avec des spécialistes. Éviter les non-dits familiaux. Parce que, comme je vous ai dit, dans chaque famille, il y a des viols. Dire l'histoire familiale à tous les âges avec des mots qui conviennent à chaque âge pour éviter la transmission aux générations suivantes. Garder une grande pudeur dans la famille. Chercher des informations sur Internet. De nombreux sites donnent des démarches à suivre selon les pays, pour les victimes, les témoins ou les personnes qui ont une attirance pour les enfants. Attention à cibler les sites officiels. Notez les numéros d'urgence et des spécialistes en psychotraumatologie. Dans tous les cas, s'il y a suspicion d'abus, être accompagné par un médecin, un psychiatre et déposer plainte avec l'aide de la police et éventuellement garder des preuves. Je pourrais encore développer bien d'autres enjeux liés aux abus et tout aussi importants, tels que l'accueil et l'écoute de la victime, les chemins possibles pour une reconstruction, comme la justice restaurative, la question du pardon.
Je termine juste par soulever un dernier point fondamental. La victime est la première à souffrir des conséquences de l'abus sexuel, mais tout l'entourage va souffrir aussi, porter le poids du non-dit et être entraîné dans un engrenage infernal. Il faut libérer la parole et briser l'omerta pour mettre fin à ces abus et à la honte qui les accompagnent. Car si les victimes gardent le silence, les abus sexuels risquent de se reproduire dans l'entourage et même se poursuivre d'une génération à l'autre. C'est ce que je ressors de beaucoup de témoignages. Je vais lire maintenant un texte de Madame Isabelle Chartier-Sibin, médecin et victimologue. Il s'agit, on le voit, d'un problème de santé publique. Toutefois, les conséquences ne s'arrêtent pas à l'abusé direct. Tout son entourage en subit les répercussions d'une manière ou d'une autre. Silence, mensonge, loyauté destructrice, isolement, exclusion. Ces maltraitances graves mènent donc aussi à des désordres et des souffrances majeures dans les liens et équilibres familiaux et sociétaux. L'influence néfaste de ces délits et crimes peut aussi perdurer. En effet, si l'agression n'est pas dévoilée, n'est pas dite, n'est pas travaillée, le mal-être pourra se transmettre à la génération suivante et fera le lit de troubles existentiels dans les générations futures. Cela entraîne ce que l'on pourrait appeler une rupture de transmission des chemins de vie. Voilà ce petit travail. Donc je vous dis, c'est seulement la deuxième fois que j'écris. J'écris jamais, ça me vient toujours tout seul. Puis là, je me suis dit, Parel Monial, c'est quand même du sérieux. Donc il faut que je lève le niveau. Alors c'est pour ça que j'ai écrit, pour pas que ça parte dans tous les sens. Merci. Est-ce que tu peux dire grâce à qui tu as élevé le niveau ? Grâce à qui j'ai élevé le niveau. Mais c'est grâce, en fait, il y a 2 semaines, moi, quand je parle, c'est toujours libre, je suis très ouvert. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu un mot de l'Université de Fribourg pour parler justement à différents pays. Alors je me suis dit, si je commence, d'abord, personne ne pourra m'arrêter, donc ça va être compliqué. Et puis, parce que je suis un peu français sur les bords, alors je me suis dit, il faut que je sois un peu plus sérieux. Et puis, comme je ne suis pas très doué, parce que je vous ai dit que je n'étais pas très fort à l'école, alors j'ai demandé à ma femme Valérie si elle pouvait m'écouter et puis préparer ce travail. Donc, je ne suis pas tout seul, voilà. C'est donc un travail de couple. Exactement.